Je m'appelle Amber, j'ai 28 ans et je travaille dans le domaine de la finance dans une entreprise tout à fait convenable. Tout a commencé lorsque mon patron m'a convoqué dans son bureau un mardi matin. Rod Rega est mon supérieur depuis 3 ans maintenant, et c'est un homme tout à fait convenable. J'ai frappé à sa porte et je suis entré. Il était assis derrière son grand bureau en bois, quelques papiers étalés devant lui. Amber, assieds-toi, me dit-il en me montrant la chaise en face de lui. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je me suis assise et j'ai essayé de lire son expression. Il avait l'air sérieux, mais pas en colère. J'observe votre travail depuis un certain temps, a-t-il commencé. Vos rapports d'analyse financière sont toujours excellents. Et la façon dont vous avez géré le compte Morrison le mois dernier est impressionnante. Vous nous avez épargné beaucoup d'argent et de maux de tête potentiels. Je me suis senti un peu excité. S'agissait-il d'une conversation sur l'augmentation? Merci, j'apprécie vraiment, ai-je répondu. C'est pourquoi je vous propose quelque chose d'important, a-t-il poursuivi. Nous développons notre succursale de Dallas et je veux que tu y sois transféré en tant qu'analyste financier principal. C'est une promotion, un meilleur salaire, plus de responsabilités. Tu aiderais à construire quelque chose à partir de la base. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, c'était énorme. Cela faisait 2 ans que j'étais coincé au même poste, que je regardais les autres être promus et que je ne bougeais pas. Je me suis dit, ça a l'air génial. De quelle augmentation de salaire parlons-nous? Il m'a répondu, 15 000 € de plus par an. Plus la prise en charge des frais de déménagement. Et il y a de réelles possibilités d'évolution. D'ici 2 ans, vous pourriez devenir cadre si vous jouez bien vos cartes. J'essayais de comprendre. 15 000 € de plus? C'était de l'argent qui changeait la vie. Mais la réalité m'a frappé comme un mur de briques. Dallas était à 8 heures d'ici. 8 heures loin de ma famille. Combien de temps ai-je pour me décider? Donnez-moi une réponse d'ici vendredi, c'est-à-dire dans 4 jours. Je connais votre situation familiale et je comprends qu'il ne s'agit pas que de vous. Mais réfléchissez bien à ce qui est le mieux pour votre carrière à long terme. Je l'ai remercié et je suis sorti de son bureau, abasourdi. Ma situation familiale. Et elle connaissait ma situation familiale parce que je l'avais déjà mentionné lorsque je ne pouvais pas voyager pour des conférences ou rester tard pour certains projets. Permettez-moi d'expliquer ma situation familiale. Parce qu'elle est compliquée. Je suis l'aîné de 3 enfants. Mes parents sont des gens bien, ne vous méprenez pas, mais ils n'ont jamais terminé leurs études. Papa travaille dans le bâtiment quand son dos le lui permet, et maman travaillait dans un magasin de détail jusqu'à ce que son arthrite s'aggrave il y a environ 3 ans. Il y a aussi mon frère Jake, qui a 25 ans, et ma sœur Maya, qui en a 23. Aucun d'entre eux n'est allé à l'université. Jake travaille à temps partiel dans un entrepôt et Maya alterne les emplois dans le commerce de détail. Ils vivent tous les deux dans leur propre appartement, mais s'en sortent à peine. J'ai eu de la chance, je crois. J'ai toujours été bonne en maths et en lecture, et mes parents m'ont poussé à étudier dur. J'ai obtenu une bourse d'études complète dans un établissement d'enseignement supérieur financièrement correct. Ce qui était honnêtement un miracle parce que nous n'aurions pas pu nous le permettre autrement. Mes parents me l'ont toujours rappelé. Nous t'avons bien élevé, disait ma mère. Nous avons fait en sorte que tu lises des livres et que tu fasses tes devoirs. Cette bourse est due à la façon dont nous t'avons élevé. Et ils avaient raison, je suppose. Ils m'ont encouragé à apprendre. Ils m'achetaient des livres quand ils en avaient les moyens, m'aidaient à faire mes devoirs quand ils le pouvaient. Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme et ce travail, j'ai eu l'impression de leur devoir quelque chose. Cela a commencé modestement. Maman avait besoin de 200 $ pour une réparation de voiture. Papa avait besoin de 300 $ pour des factures médicales. Jake avait besoin d'aide pour payer sa caution. Maya avait besoin d'argent pour acheter des vêtements de travail. Il m'a semblé naturel de les aider quand je le pouvais. Mais l'arthrite de maman s'est aggravée et elle ne pouvait plus travailler à temps plein. Les paiements hypothécaires devenaient difficiles à gérer pour eux avec les seuls revenus de papa. J'ai donc commencé à les aider. Juste temporairement, jusqu'à ce que maman puisse se remettre sur pied. Mais maman ne s'est jamais vraiment remise sur pied. D'une manière ou d'une autre, sans vraiment m'en rendre compte, je suis devenu le distributeur automatique de billets de la famille. Je payais l'intégralité de leur hypothèque, je participais aux frais médicaux de maman, je couvrais le loyer de Jake lorsque ses heures de travail étaient réduites.
J'aidais Maya lorsqu'elle était entre deux emplois. Je gagnais bien ma vie, mais après avoir aidé tout le monde, il ne me restait presque plus rien pour moi. Je vivais toujours dans un appartement minable d'une chambre, je conduisais une voiture qui tombait en ruine et j'achetais des produits d'épicerie génériques. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis 3 ans. Je n'avais même pas réussi à économiser un acompte pour mon propre logement. Mais ils étaient ma famille, vous savez, et ils étaient toujours si reconnaissants. Tu es notre ange, disait maman. Nous ne savons pas ce que nous ferions sans toi. Ça faisait du bien d'être utile, d'être celui qui pouvait résoudre les problèmes de tout le monde. Le samedi arriva et je me rendis chez mes parents pour le dîner familial hebdomadaire. Maman avait préparé son rôti habituel et tout le monde était réuni autour de la table de la cuisine. Papa, maman, Jake et Maya étaient tous là. Parlant et riant comme toujours. Après avoir fini de manger, j'ai pris une grande inspiration. J'ai quelque chose à vous dire, ai-je dit. Mon patron m'a proposé une promotion cette semaine, mais c'est à Dallas. Il faudrait que je déménage là-bas. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai vu les couleurs disparaître du visage de ma mère. Tu ne peux pas nous quitter, Amber, tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça. Je n'abandonne personne, ai-je dit, c'est juste une opportunité de travail. Mais maman pleurait déjà. De vraies larmes coulaient sur son visage. Si tu pars, nous aurons des problèmes financiers. Tu sais que nous dépendons de toi. L'hypothèque, mes factures médicales, les problèmes de dose de ton père. Et déménager coûte tellement d'argent. Tu auras toutes ces nouvelles dépenses et tu ne pourras plus nous aider comme avant. Papa a hoché la tête d'un air sombre, ta mère a raison. Nous avons besoin de toi ici. Amber. La famille passe avant tout. Jake et Maya me regardaient tous les deux d'un air inquiet. Et mon loyer, demande Jake. Je ne peux pas me le permettre sans ton aide. Et je viens de commencer un nouveau travail, a ajouté Maya. Je ne pourrai pas payer mes factures si vous n'êtes pas là pour m'aider quand j'en ai besoin. En regardant leur visage, en voyant les larmes de maman, en entendant la panique dans leur voix, je me suis sentie très mal. Comment pouvais-je ne serait-ce qu'envisager de les quitter alors qu'ils avaient tant besoin de moi ? D'accord, ai-je finalement dit, d'accord, je ne prendrai pas le travail, je resterai ici. Maman s'est immédiatement arrêtée de pleurer et a souri à travers ses larmes. Je savais que tu ferais ce choix. Je savais que tu ferais le bon choix. Tu es une si bonne fille. Tout le monde a semblé soulagé et la conversation est passée à autre chose. Mais je suis restée assise là. Avec l'impression que je venais de faire la plus grosse erreur de ma vie. Lundi matin, je suis entrée dans le bureau de Monsieur Rodriguez et je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter le poste à Dallas. Il avait l'air déçu, mais pas surpris. Je comprends, a-t-il dit, les obligations familiales peuvent être compliquées. Mais Amber, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Assurez-vous que votre relation avec votre famille est vraiment aussi égale et saine que vous le pensez. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là, mais je l'ai quand même remercié. J'avais fait mon choix. J'y restais ici pour prendre soin de ma famille, comme je l'avais toujours fait. 3 semaines se sont écoulées après que j'ai refusé le poste à Dallas, et je suis retombée dans ma routine habituelle. J'y travaillais toute la journée. Je rentrais à la maison épuisée et j'essayais de trouver un moyen d'étirer mon salaire pour couvrir les besoins de tout le monde et mes propres factures. J'y faisais des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais, afin de m'assurer que j'avais assez d'argent pour payer l'hypothèque, les rendez-vous de physiothérapie de ma mère et toutes les urgences qui se présentaient. Et il y avait toujours des urgences. Mon amie Jessica, de l'université, m'a envoyé des textos pour me parler d'un long week-end à Miami. Elle avait trouvé une super affaire sur un hôtel, et cela ne coûterait que $800 au total pour les vols et tout le reste. Allez, Amber, me répétait-elle. Tu n'as pas pris de vraies vacances depuis longtemps. Tu le mérites. Mais $800 ? Je pourrais utiliser cet argent pour offrir à Jake le nouveau téléphone dont il me parle depuis des mois. Son ancien smartphone fonctionnait à peine. L'écran était fissuré et il se plaignait toujours de sa lenteur. J'ai donc dit non à Jessica. Peut-être la prochaine fois, lui ai-je dit. J'ai des affaires de famille à régler. La vérité, c'est que je me sentais bien quand j'aidais ma famille. Je me sentais utile, nécessaire. Quand maman m'appelait pour me remercier d'avoir payé ses séances de massothérapie, ou quand Jake me prenait dans ses bras et me disait que j'étais la meilleure des sœurs,
toutes les longues heures de travail en valaient la peine. C'est du moins ce que je me disais. Puis, un mardi après-midi, alors que j'étais assise à mon bureau en train d'étudier des rapports budgétaires, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. « Salut maman », ai-je répondu, « quoi de neuf ?» Elle m'a dit « Bonjour, chérie », et j'ai entendu le ton de sa voix. Le ton qui signifie qu'elle a besoin de quelque chose. Je déteste te déranger au travail, mais nous avons un petit problème. Quel genre de problème ? L'évier de la cuisine a commencé à fuir hier, et votre père a essayé de le réparer lui-même, mais il n'a fait qu'empirer les choses. Maintenant, il y a des dégâts d'eau sous l'armoire, et nous devons faire venir un plombier. Le gars qu'on a appelé nous a dit qu'il fallait compter environ 400 $ pour tout réparer. Je me frotte le front. Pour 100 $, je venais de payer leur hypothèque et mon propre loyer cette semaine, et j'avais pris en charge la réparation de la voiture de Maya. Mon compte courant commençait à s'amenuiser. D'accord, ai-je dit, je peux transférer l'argent demain matin. Oh Amber, tu me sauves la vie, s'exclame maman. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Tu es notre seul espoir, ma chérie. Ton père et moi avons passé la nuit à nous inquiéter. Mais je savais que tu nous aiderais. Tu le fais toujours. Ces mots m'ont fait chaud au cœur. Nous nous sommes dit au revoir et j'étais sur le point de raccrocher quand j'ai réalisé que l'appel était toujours en cours. J'entendais des voix en arrière-plan. Maman avait dû oublier de mettre fin à l'appel de son côté. J'étais sur le point de raccrocher moi-même quand j'ai de nouveau entendu la voix de maman, mais elle ne me parlait plus. Elle parlait à quelqu'un d'autre dans la pièce. Eh bien, c'était assez facile, a dit maman, et sa voix était complètement différente, froide, presque ennuyée. La petite Miss Martyr s'en sort toujours. Je me suis figée. De quoi parlait-elle ? De 100 $ pour un évier que je pourrais réparer moi-même avec une pièce de 20 $, a dit papa, et je l'entendais rire. Mais pourquoi devrais-je m'en préoccuper alors que notre guichet automatique personnel est si désireux d'aider ? Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai rapproché le téléphone de mon oreille. Elle est si pathétique, poursuit maman, toujours si désespérée d'être utile. C'est à ça que sert la famille, dit-elle en imitant ma voix sur un ton pleurnichard. Mon Dieu, elle me rend malade parfois. Au moins, elle est utile, a ajouté la voix de Jack. Il devait être en visite. Même si j'aimerais qu'elle arrête d'être aussi radine. J'ai fait des allusions à ce téléphone pendant des semaines, et elle ne me l'a toujours pas racheté. Peut-être que si tu étais plus direct, dit Maya. Elle était là aussi. Je lui dis simplement que ma voiture est en panne ou que j'ai besoin d'argent pour acheter des vêtements de travail. Ça marche à chaque fois. Ils ont tous ri, vraiment ri. Tu te souviens quand elle a refusé ce travail à Dallas, dit papa. J'ai cru qu'on était foutus pendant une minute. Dieu merci. Ta mère a fait son numéro de pleureuse. J'aurais dû gagner un Oscar pour cette performance, dit fièrement maman. À la seconde où elle a parlé de déménager, j'ai su exactement quoi faire. Quelques larmes, un peu de culpabilité d'avoir abandonné la famille, et boum. Elle est restée en place comme une bonne petite tirelire. Elle pense que nous l'apprécions vraiment, dit maman. Mais honnêtement, elle n'a rien de spécial. C'est juste une source d'argent pratique. Si jamais elle arrêtait de payer pour tout, nous la laisserions tomber en un clin d'œil. Le plus drôle, c'est qu'elle pense qu'on l'aime, ajoute le père. L'aimer ? Je n'ai jamais voulu d'elle. C'était un accident, elle est née bien trop tôt. Nous étions jeunes et stupides, et avoir un enfant a tout gâché pour nous. Nous aurions pu aller à l'université nous-mêmes si nous n'avions pas été obligés de l'élever. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. La pièce tournait autour de moi. Le plus beau, c'est qu'elle se sent coupable de tout, dit Maya. Comme si elle nous devait quelque chose pour avoir existé. C'est si facile de la manipuler. Elle pourrait probablement se nourrir de nouilles instantanées et trouver de l'argent pour nous, dit Jack. Je devrais peut-être lui suggérer cela la prochaine fois qu'elle dira qu'elle ne peut pas s'offrir quelque chose que je veux. Ils ont tous ri à nouveau, de ce rire horrible et cruel. J'ai raccroché le téléphone en tremblant. Je suis resté assis à fixer l'écran de mon ordinateur, mais je ne voyais rien. Tout mon monde venait de s'effondrer en l'espace de 5 minutes. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise à mon bureau après avoir raccroché.
J'ai transféré 400 $, j'ai terminé mon travail en pilote automatique et je suis rentré chez moi dans le silence le plus complet. Lorsque je suis arrivé à mon appartement, je me suis allongé sur le canapé et j'ai regardé le plafond. Mon téléphone n'arrêtait pas de bourdonner avec un SMS, mais je l'ai ignoré pendant un moment. Finalement, j'ai vérifié. C'était un message de maman: merci beaucoup de m'avoir aidé pour la réparation de la synchro, chérie. Tu as transféré l'argent si rapidement. Tu es notre ange. Je t'aime. Je l'ai lu 3 fois, avec le même ton doux et reconnaissant qu'elle utilisait toujours. Mais maintenant, je savais ce qu'elle pensait vraiment de moi. Je n'étais rien pour eux. Une vache à lait. J'ai passé le reste de la soirée à me repasser cette conversation en boucle dans ma tête. Le pire, c'est que j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle. Toutes ces fois où je pensais être une bonne fille, une sœur aimante. Tous ces sacrifices que j'ai faits, pensant que ma famille m'appréciait et avait besoin de moi. Tout était faux. Était soudain. Les paroles de Monsieur Rodriguez ont pris tout leur sens. Il m'avait dit d'analyser ma relation avec ma famille pour voir si elle était vraiment égale et saine. Il avait vu ce que je ne voyais pas. Ils n'avaient pas peur de me perdre quand je parlais de Dallas. Ils avaient peur de perdre leur source d'argent. Le lendemain matin, je me suis traîné jusqu'au travail avec l'impression d'être un zombie. Mais quelque chose avait changé en moi. Le brouillard se dissipait et je commençais à voir les choses différemment. Vers 10 heures, je suis entré dans le bureau de Monsieur Rodriguez et j'ai frappé au chambranle de sa porte. Amber, entre, me dit-il en levant les yeux de son ordinateur. Comment vas-tu? J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, lui ai-je dit, à propos de ma situation familiale. Il s'est adossé à sa chaise et m'a soutenu le visage, et... Tu avais raison, ce n'est pas sain. Ce n'est pas égal du tout. Ma voix était plus ferme que je ne l'espérais. Le poste de Dallas est-il toujours disponible? Un lent sourire se dessine sur son visage. Oui, vous êtes prêt à le prendre? Oui, dès que possible. Il hocha la tête comme s'il comprenait. Tant mieux pour toi. Tu seras très bien à Dallas. Quand pourras-tu commencer? J'ai besoin de quelques semaines pour gérer les choses ici. Conclure mon bail, vendre quelques meubles, ce genre de choses. Prenez le temps qu'il vous faut. Je commencerai les formalités administratives aujourd'hui. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision pour moi et non pour les autres. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Peterson. C'était un homme d'un certain âge qui avait toujours été correct avec moi. Bonjour Monsieur Peterson. C'est Amber de l'appartement 4B. J'ai besoin de discuter de mon bail. Je suis muté dans un autre état pour mon travail. Des raisons familiales m'obligent à partir dès que possible. Je sais que je suis censé donner un préavis de 30 jours, mais y a-t-il un moyen de trouver une solution? Il est resté silencieux pendant un moment. Vous avez été un bon locataire, vous n'avez jamais été en retard pour le loyer, vous n'avez jamais causé de problème. Quand devez-vous partir? Idéalement dans les 2 semaines. Je vais vous dire, résilions-le à partir de vendredi prochain. Pas de pénalité. Vous avez mérité un peu de souplesse. J'ai failli pleurer de soulagement. Merci beaucoup, Monsieur Peterson. Cela représente beaucoup pour moi. La semaine suivante a été marquée par un flot d'activités. J'ai vendu la plupart de mes meubles à un magasin de consignation. J'ai emballé mes affaires essentielles et j'ai commencé à chercher en ligne des appartements à Dallas. J'ai trouvé un appartement décent d'une chambre et j'ai tout organisé par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Le plus dur a été de ne rien dire à ma famille. Chaque jour, je m'attendais à ce que l'un d'entre eux m'appelle pour me demander de l'argent ou de l'aide. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à passer la semaine sans aucun contact. J'ai pris rendez-vous avec les déménageurs pour le jeudi et j'ai pris mon congé le vendredi pour régler les derniers détails. Lorsque j'ai remis mes clés à Monsieur Peterson, j'ai eu l'impression de me débarrasser d'une vieille peau. Avant de partir, j'ai dit, puis-je vous demander une faveur? Si quelqu'un vient me chercher, en particulier ma famille, pourriez-vous ne pas leur dire où je suis allé? Dire que j'ai déménagé? Il avait l'air inquiet. Tout va bien? Ça ira. J'ai juste besoin d'une rupture avec des gens toxiques. Tu l'as, en ce qui me concerne, tu as juste disparu. Je lui ai offert une bonne bouteille de vin en guise de remerciement et nous nous sommes serrés la main. Et elle m'a dit, prends soin de toi,
Amber. Samedi matin, j'ai pris la route pour Dallas. 8 heures de liberté, avec toute ma vie entassée dans ma voiture. Je m'étais arrangée pour commencer à travailler le lundi, et j'ai passé le week-end à m'installer dans mon nouvel appartement. Le lundi est arrivé et je suis entrée dans mon nouveau bureau, nerveuse mais excitée. Ma nouvelle équipe était accueillante et le travail était stimulant, mais dans le bon sens du terme. J'avais de vraies responsabilités, les gens écoutaient mes idées et j'avais l'impression d'utiliser enfin mes compétences à bon escient. 3 jours après le début de mon nouveau travail, mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Elle a réessayé 1 heure plus tard, puis à nouveau le soir même. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Le lendemain, elle m'a envoyé un message: « Ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles, chérie. Je pensais venir te rendre visite ce week-end. Cela fait trop longtemps que nous ne t'avons pas vu. » Je savais exactement ce que cela signifiait. Ils avaient besoin d'argent pour quelque chose et voulaient le demander en personne. J'ai effacé le message sans répondre. Les jours suivants, les appels et les textos se sont multipliés. D'abord maman, puis papa, puis Jack et Maya. Tous essayaient de me joindre, tous se demandaient probablement pourquoi leur distributeur de billets personnels ne répondait pas. Finalement, maman m'a envoyé un message m'informant que le paiement de l'hypothèque était bientôt dû et me demandant de transférer l'argent comme d'habitude. J'ai souri en le lisant. Pour la première fois depuis des années. J'ai souri à un message de ma famille parce que je savais que je ne leur enverrais plus jamais un centime. Les appels et les messages se sont poursuivis pendant 1 semaine. À ce moment-là, ils devenaient désespérés. Jack m'a appelé 6 fois en 1 journée. Maya a laissé un message vocal disant qu'elle avait vraiment besoin de me parler de quelque chose d'important. Papa m'a envoyé un texto pour me demander si j'allais bien parce que je ne répondais à personne. Mais je les ai tous ignorés, chaque message, chaque appel. C'était incroyable. Puis maman a envoyé un message paniqué disant qu'elle avait conduit jusqu'à mon appartement mais qu'elle l'avait trouvé vide. Elle a dit qu'elle avait parlé à mon propriétaire et qu'il lui avait dit que j'avais déménagé, mais qu'il n'avait pas voulu dire où. J'ai éclaté de rire en lisant cela. Ce bon vieux monsieur Peterson avait tenu parole. Les messages qui ont suivi étaient frénétiques. Où étais-je? Pourquoi ne répondais-je pas? Que se passait-il? Ils ont essayé d'appeler mon travail, mais j'avais déjà dit au RH que si quelqu'un de ma famille appelait pour me demander, il devait dire que je ne travaillais plus là. 1 semaine plus tard, j'ai décidé qu'il était temps d'en finir une fois pour toutes. Je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai écrit un courriel à ma mère. Je voulais tout mettre par écrit pour qu'il n'y ait pas de confusion. J'ai entendu votre conversation après que tu m'aies appelé pour la réparation de la synchro. J'ai entendu tout ce que toi, papa, Jack et Maya avaient dit sur moi. Je sais que tu penses que je ne suis rien ni personne, juste une source d'argent pratique. Je sais que papa n'a jamais voulu que je naisse et que vous me reprochez d'avoir gâché vos vies. Je sais que les pleurs du dîner n'étaient qu'un acte pour me manipuler et me faire rester. Je sais qu'aucun d'entre vous ne m'aime vraiment ou n'apprécie ce que j'ai fait pour vous. Alors félicitations. La personne ne va plus soutenir aucun d'entre vous. N'essayez pas de me contacter car je change de numéro de téléphone. Vous n'obtiendrez plus jamais un centime de ma part. J'ai appuyé sur le bouton envoyer avant d'avoir le temps de me remettre en question. La réponse est arrivée le lendemain matin. Maman avait écrit un long et pathétique courriel dans lequel elle disait qu'ils me suppliaient tous de les pardonner. Elle prétendait qu'après avoir lu mon courriel, elle avait eu de telles douleurs à la poitrine qu'ils avaient dû appeler une ambulance. Elle a dit qu'elle avait passé la nuit à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Elle voulait me rencontrer en personne pour s'excuser et arranger les choses. J'ai lu toute la lettre et j'ai secoué la tête. Même maintenant, elle essayait de me manipuler, d'inventer une urgence médicale dramatique pour me culpabiliser et me faire réagir. C'était tellement évident et pathétique. J'ai supprimé l'email sans répondre. Fidèle à ma parole. J'ai changé de numéro de téléphone cette semaine-là. Je les ai également tous bloqués sur toutes les plateformes de médias sociaux dont je disposais. J'ai mis en place des filtres pour que tous les courriels provenant de leurs adresses soient envoyés directement dans les spams. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement libérée d'eux. Et vous savez quoi? C'était incroyable. Mon nouveau travail se passait très bien. Mon patron à Dallas appréciait vraiment mon travail et me traitait comme une professionnelle. J'ai été augmentée après seulement 2 mois,
ce qui ne serait jamais arrivé dans mon ancien emploi. Sans avoir à subvenir aux besoins d'autres adultes, j'avais soudain de l'argent. Du vrai argent. De l'argent pour moi. J'ai acheté de nouveaux vêtements, une meilleure voiture et j'ai commencé à économiser pour verser un acompte sur une maison. J'ai même réservé les vacances dont Jessica m'avait parlé. Nous sommes allés à Miami pour un long week-end. Et c'était génial. Cela fait maintenant 6 mois que je n'ai parlé à aucun membre de ma famille. Je ne sais pas comment ils gèrent leurs factures, et honnêtement, je m'en fiche. Je suis sûre qu'ils ont trouvé une solution. Peut-être que papa a appris à réparer cet évier lui-même. Peut-être que Jack a trouvé un travail à temps plein. Peut-être que Maya a arrêté de passer d'un emploi à l'autre dans le commerce de détail et a trouvé quelque chose de stable. Ou peut-être qu'ils se débattent financièrement pour la première fois depuis des années. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Mes anciens amis de la maison, qui connaissent toute l'histoire, m'ont apporté leur soutien. Ils ne m'informent pas sur ma famille, ce que j'apprécie. Les rares fois où quelqu'un a mentionné avoir vu l'un d'entre eux en ville, ils ont simplement dit qu'ils avaient l'air en forme et ont changé de sujet. Pour la première fois de ma vie, j'économise de l'argent. Je regarde des maisons. Je planifie mon avenir, je pense à retourner à l'école pour obtenir mon MBA. Autant de choses que je n'aurais jamais pu faire lorsque je subvenais aux besoins de 4 autres personnes. Le plus beau, c'est que je ne me sens plus du tout la même chose. J'avais l'habitude de penser que j'avais besoin qu'on ait besoin de moi, que ma valeur dépendait de l'aide que je pouvais apporter aux autres. Mais ce n'était pas de l'aide, c'était de l'habilitation. Je permettais à 4 adultes d'éviter d'assumer la responsabilité de leur propre vie. Aujourd'hui, j'aide les gens de manière saine. Je suis bénévole dans un programme d'éducation financière le week-end, où j'enseigne aux gens comment établir un budget et économiser de l'argent. J'encadre des femmes plus jeunes au travail. Je fais des dons à des organisations caritatives qui font vraiment la différence. Mais je ne m'enflamme plus pour réchauffer les autres. On me demande parfois si ma famille me manque ou si je me sens coupable d'avoir coupé les ponts avec elle. La réponse est non. On ne peut pas regretter des gens qui ne nous ont jamais vraiment aimés. Et vous ne pouvez pas vous sentir coupable de refuser d'être la victime de quelqu'un. J'ai 29 ans aujourd'hui, je vis dans une ville que j'aime, je fais un travail qui me stimule, j'économise de l'argent pour réaliser mes propres rêves au lieu de financer le manque d'ambition des autres. J'ai des amis qui s'intéressent à moi en tant que personne et non en tant que source d'argent. Le mois dernier, je suis partie en week-end à Austin, juste parce que j'en avais envie. J'ai séjourné dans un bel hôtel. J'ai mangé dans des restaurants chics et je me suis acheté un magnifique collier dont j'avais envie. L'ensemble du voyage a coûté environ $800, la même somme que celle que j'offrais à ma famille au cours d'un mois normal. Alors que j'étais assise au bord de la piscine de l'hôtel, sirotant un cocktail et lisant un livre, j'ai repensé à mon ancienne vie. Je faisais des heures supplémentaires pour payer les factures des autres. Comment je vivais dans un appartement minable et conduisais une voiture en mauvais état pour que ma famille puisse vivre plus confortablement. Comment j'ai failli refuser l'opportunité de ma vie parce que 4 personnes m'avaient convaincu que je leur devais tout mon avenir. Je suis tellement reconnaissante que ce coup de téléphone ait eu lieu. Et si je n'avais pas surpris leur vraie conversation, je serais peut-être encore prisonnière de ce cycle, croyant encore à leurs mensonges sur la famille, les obligations et l'amour.